Cet été, faites le plein de découvertes tout près de chez vous. Plongez dans les traditions à l'écomusée du pays de la cerise à Fougerolles. Émerveillez-vous à la verrerie La Rochère, 550 ans d'histoire et de savoir-faire. Laissez-vous séduire par le charme de Luxeuil-les-Bains, ville de patrimoine et d'histoire. Des sorties, des animations pour petits et grands à partager en famille. Info sur luxeuil-vosges-sud.fr. C'est Philippe Gustin, je suis originaire de Haute-Saône. J'ai eu la chance d'avoir une longue carrière au service de grandes personnalités comme Christine Lagarde, Luc Châtel ou Sébastien Lecornu et Annie Genevard, et puis de travailler auprès de chefs d'État. Comtoise Story, un podcast Comtoise Radio. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Gustin, j'ai 65 ans. J'ai une famille qui est originaire de Fougerolles. C'est une des plus vieilles familles fougerolaises. La famille était bien représentée dès qu'on a des sources, c'est-à-dire dès le XVIIe siècle. Toute ma famille est restée à Fougerolles jusqu'à un événement important qui était la Seconde Guerre mondiale. Mon père a été fait prisonnier le 18 juin 40, a passé 3 ans en Allemagne, on est revenu, s'est engagé, compris dans la résistance, et est reparti après la guerre comme militaire. D'abord en Allemagne et puis à Chalon-sur-Marne. Et c'est pour ça que, hasard des nominations et des affectations d'un père militaire, je suis né à Chalon-sur-Marne en 1960. Mais je suis revenu à Fougerolles dès 1968, donc j'avais 8 ans. En fait, je l'avais jamais quitté parce que chaque vacances, nous les passions à Fougerolles, et en particulier, il y a des vacances qui restent dans ma mémoire, c'est celle du mois de novembre, comme par hasard, la Toussaint, puisque c'était à ce moment-là que mon père distillait, parce que naturellement, qui dit Fougerolles dit distillation. Donc, il y avait pour nous ce rite, naturellement, de la cueillette des cerises au mois de juillet, et puis de la distillation au mois de novembre, au moment où on tuait aussi le cochon. Donc j'ai passé cette enfance de mes 8 ans à mes 12 ans à l'école primaire, puis après les 2 premières années de collège à Fougerolles, en 6e et en 5e. Et puis je suis arrivé à Luxeuil-les-Bains en 4e parce que je faisais du latin. Et à l'époque, pour faire du latin, il fallait venir à la capitale, donc au lycée de Luxeuil. Ce lycée de Luxeuil, je l'ai quitté en 1977, donc après 5 ans. 5 ans entre 1972 et 1977, d'une période que les moins de 20 ans, naturellement, ne peuvent pas connaître. Une période qui était à la fois la fin des 30 glorieuses, une période où seuls 15% d'une classe d'âge arrivaient au baccalauréat. Donc, vous imaginez des classes toutes petites, la classe de terminale C. En 1977, nous étions qu'une vingtaine d'élèves. C'était une jeunesse très protégée. Naturellement, on ne pouvait pas faire beaucoup de bêtises parce que tout se savait très vite et pourtant on en faisait quand même. Et on avait une vie sociale très, 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 très développée. Mais moi, ce qui m'intéressait déjà beaucoup, c'était l'histoire. J'essayais de rejouer un peu le film de l'histoire. J'aimais en particulier beaucoup me promener dans les cimetières. Je n'ai jamais fait de bêtises dans les cimetières, mais j'y suis allé me promener aussi la nuit. On s'amusait aussi parce que des fois on s'ennuyait à Fougerolles, à rester le plus longtemps possible sur la route principale, parce qu'il n'y avait pas de déviation à l'époque, jusqu'à ce qu'une voiture arrive. Et puis naturellement, il se faisait ce que chaque jeune sait faire, c'est-à-dire on buvait un petit peu. Et on était en général, encore une fois, assez raisonnable. Quand j'y réfléchis et que je compare avec ce qui se passe aujourd'hui, on a plutôt une jeunesse mais j'insiste sur le terme, très protégée. Voilà. Très protégée, pour autant très studieuse, avec des profs qui nous ont vraiment poussés, qui nous ont appris, je crois, pas mal de choses, et qui nous ont conduits en tout cas au baccalauréat. Et je garde en tout cas de ce lycée de Luxeuil qui était dans la partie Claude Maty, donc le vieux bâtiment qui a été aujourd'hui repris par le diocèse, vraiment d'une ambiance très familiale. On était toute la journée d'abord parce qu'on était demi-pensionnaires, on prenait le bus tous les matins pour venir de Fougerolles et on le reprenait le soir. Donc il y avait cette ambiance très familiale avec un petit réfectoire. Enfin voilà, tout était vraiment en mode très 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 réduit.
j'ai gardé de cette époque-là, en tout cas, des amitiés tenaces. Nous nous retrouvons systématiquement tous les 10 ans avec toute ma promotion de bachelier de 1977. Là, nous avons fêté en 2027, si Dieu nous prête vie, les 50 ans de lycée. Et puis, il y a des personnalités un peu illustres dans cette promotion. Ça, c'est important. Et en particulier, quelqu'un de très connu qui s'appelle Laurence Parisot, avec qui j'ai encore déjeuné cette semaine, pour vous dire à quel point on garde des liens, mais aussi un général 5 étoiles de la gendarmerie, qui était Jean-Marc Loubès, qui était un fils de militaire. Enfin voilà, on a fait notre petit bout de carrière, les uns et les autres, et avec franchement cette certitude qu'il n'y a pas besoin de faire les grands lycées parisiens et des grandes études dans des grandes écoles obligatoirement pour faire une carrière. J'insiste là-dessus, puisque je crois que c'est un message aussi qu'on partage et une philosophie, c'est qu'on a beau être sur ces territoires, on peut aussi avoir une vie très enthousiasmante, à condition, parce qu'il y a quand même plusieurs conditions. D'abord, je crois qu'il y en a une qui est vraiment incontournable, c'est le travail, parce qu'on n'a rien sans rien, alors on peut avoir parfois un petit peu de chance. Et puis des rencontres liées à la chance aussi, qui permettent de rebondir d'un poste à l'autre, et c'est un peu ce que j'ai fait dans toute ma vie. À la sortie, après le baccalauréat, j'ai fait l'école normale de Vesoul, et donc instituteur. J'ai été instituteur pendant une année ici à Saint-Loup-sur-Semouse, où j'étais instituteur remplaçant. Donc à Saint-Loup, mais aussi à Magnancourt, mais aussi tous les villages environnants, puisque je remplaçais les enseignants qui étaient malades. Et puis, j'ai eu très vite envie d'aller voir plus loin, et j'ai eu cette opportunité à l'âge de 20 ans, donc de partir en Allemagne. Dans les échanges de poste à poste entre la France et l'Allemagne, mes parents, qui avaient vécu une dizaine d'années en Allemagne, nous avaient forcés à apprendre l'allemand et à apprendre des langues étrangères d'une manière générale, et j'avais la chance d'avoir un petit niveau d'allemand qui était assez correct. Donc ça a été une première expérience dans des écoles allemandes, puis après dans les écoles françaises en Allemagne qui étaient à la suite des forces, c'est-à-dire il y avait beaucoup de militaires en Allemagne, et donc il y avait des écoles pour enseigner à ces enfants de militaires. Parallèlement, moi, j'ai toujours continué mes études. Je me suis quasiment jamais arrêté. J'ai fait naturellement des études d'histoire. L'histoire m'intéressait, et en particulier l'histoire de notre terroir ici. J'ai soutenu un mémoire de maîtrise sur l'histoire de ma famille, les Gustins de Fougerolles, puis après un mémoire de DEA sur la distillation. Et c'est ça qui a donné le fameux bouquin qui est sorti au mois d'avril dernier. C'est la compilation de ces deux ouvrages universitaires. Je suis resté en Allemagne jusqu'en 1988. Je me suis marié entre-temps, j'ai eu 2 enfants. Et en 1988, je voulais vivre encore une autre expérience avec mon épouse. On a décidé d'aller dans un pays, elle était allemande, on a décidé d'aller à un pays où on serait tous étrangers. Et donc, on avait une amie rencontrée qui était avec nous en Allemagne, qui était fille de Hongrois qui avait fui la Hongrie en 1948 et qui nous parlait toujours avec les larmes aux yeux de Budapest, 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 Budapest. Et il se trouve qu'en 1988, j'ai eu l'opportunité de candidater pour un poste à l'Institut français de Budapest. Alors là aussi, on était encore dans l'ancien régime communiste, et j'ai postulé pour un poste à l'Institut français de Budapest. Et j'ai obtenu ce poste-là. Ça a été un moment charnière dans ma vie, qui n'a pas été simple à gérer, parce que je le raconterai dans un petit bouquin qui va sortir, un petit bouquin de nouvelles au mois de septembre. Quand j'ai annoncé ça à mes parents, ma mère a dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire chez les Russes? Vous allez mourir de faim, etc. » et tout. Je pense qu'on n'a jamais aussi bien mangé qu'à Budapest, même à cette époque. Il n'y avait pas de tout, mais en tout cas, on mangeait bien. Et puis, c'est aussi à ce moment-là que j'ai achevé mes études avec un doctorat d'histoire sociale, que j'ai passé aussi le CAPES pour être professeur certifié d'histoire, mais j'étais en fait directeur des cours de l'Institut français de Budapest à un moment charnière, puisque c'était la chute du mur. Pour donner un exemple, l'Institut français, qui accueillait à peu près 500 élèves en 1988, quand je suis arrivé, on accueillait 5000 en 1994. Donc on a eu tout d'un coup une relance vers l'Est pour que la France, qui avait quand même négligé ces pays-là, soit dans la course, puisqu'il y avait une concurrence aussi pour être présent économiquement dans ces pays qui étaient en devenir. Et la langue, naturellement, était un vecteur important. Donc je suis resté à Budapest jusqu'en 1994. J'ai des liens
très très fort avec ce pays. J'y ai un appartement, j'y retourne quand je peux, pas assez souvent. Et donc, en 1994, je suis revenu une année à Paris, puis reparti tout de suite comme attaché culturel à Vienne, en Autriche, toujours avec ce tropisme de l'Europe centrale et orientale. Et c'est une rencontre, j'ai dit tout à l'heure un peu de chance, beaucoup de travail et puis quelques rencontres. J'avais une femme ambassadeur qui m'a reçu comme elle recevait tous ses collaborateurs, parce que j'étais attaché culturel, pour l'entretien annuel d'évaluation. Et j'avais 36 ans, et elle m'a dit, bon, c'est très bien, vous avez un doctorat, vous êtes professeur d'histoire, etc., mais vous êtes fichu, vous n'avez plus d'avenir. Vous ferez toujours la même chose et vous passerez de ville en ville, de pays en pays, en faisant toujours la même chose. Moi, j'étais comme vous et j'ai passé le concours de l'ENA à votre âge et j'étais enceinte de mon 7e enfant. Vous, au moins, vous n'avez pas ce problème, m'a-t-elle dit. Donc, allez-y, mais il va falloir simplement faire un truc, il va falloir travailler. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais enfin, l'ENA, c'est pas pour moi. Parce que j'avais vraiment ce sentiment que c'était pas pour moi. Je n'y connaissais rien, je ne comprenais rien. Elle m'a dit, mais si, mais si, mais si, il faut simplement travailler. Et donc, à partir de là, j'ai travaillé. J'ai préparé un premier concours pour avoir une année sabbatique pour préparer sérieusement le concours de l'ENA. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai eu ce concours. Et ça a été pour moi un changement radical. D'abord, revenir en France, c'était une première chose. Deuxièmement, me retrouver à travailler sur des sujets que j'avais absolument jamais traités, que ce soit le droit, que ce soit l'économie, que ce soit les questions sociales, les questions naturellement de finances publiques. Je suis resté, comme tout le monde, 2 ans et demi à l'ENA. Je suis arrivé à l'ENA, j'avais 38 ans passés, et c'est un mélange subtil, l'ENA, des étudiants, des élèves que l'on connaît le plus, les élèves du concours externe, c'est-à-dire les jeunes qui ont, le plus jeune avait 22 ans, et le plus vieux devait avoir 45 ans. Et ça, ce sont soit des élèves qui ont déjà fait un bout de carrière dans l'administration, soit des élèves qui viennent du secteur privé. On en avait 8 dans notre promotion qui avaient été journalistes, chefs d'entreprise, etc., et qui passaient un concours spécifique. Et donc les 3 concours, le concours externe, les jeunes sortant de l'université, les plus vieux qui ont déjà un petit bout de carrière, au moins 5 ans d'ancienneté, et ceux qui viennent du privé, ça forme une promotion de l'ENA avec une centaine d'élèves, on était 102, plus les élèves étrangers qui nous rejoignent en cours de promotion. Donc c'est un joli melting pot, comme on dit en français, un joli mélange, très, très sympathique, parce que la barrière de l'âge ne se voit absolument pas. On est tous soumis aux mêmes épreuves, à peu près. On est voilà, dans le même bain, on fait les mêmes stages, et puis à la sortie, on est classé, quel que soit votre âge, tous ensemble, les 102 en même temps. Mais c'est assez enthousiasmant parce qu'on n'a pas naturellement le même mode de fonctionnement. Il y a peut-être un décalage générationnel, mais en bout de course, là aussi, ça crée des amitiés. Et là aussi, puisque j'étais le délégué de la promotion, donc le président de la délégation des élèves que je représentais au conseil d'administration de l'ENA, j'assure encore aujourd'hui la charge de les rassembler assez régulièrement. Et dans ma promotion, le major de promo s'appelait par exemple Laurent Wauquiez. Donc vous voyez, on a un peu de tout dans cette promotion, et elle s'appelait surtout, cette promotion, Nelson Mandela, du nom de Nelson Mandela, que nous avons accueilli à l'ENA et qui était naturellement très heureux de donner son nom à une promotion de cette école. À la sortie de l'ENA, j'avais déjà 40 ans. J'avais passé quasiment toute ma vie d'adulte à l'étranger, dans 3 pays différents, et je me suis dit que j'étais étranger en France et qu'il fallait que je redécouvre ce pays. Et rien de mieux pour redécouvrir ce pays que de choisir un truc qui s'appelait le corps préfectoral, pour être vraiment en prise avec la réalité du territoire, ce qui m'a permis d'être sous-préfet, d'abord à Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre. Puis après, autre rupture de ma vie, les Outre-mer, qui sont un point important dans ma carrière. J'ai été secrétaire général de la préfecture de Mayotte, de 2003 à 2005, un moment très compliqué, sans doute le job le plus compliqué que j'ai eu à conduire. C'était compliqué parce que d'abord, tout est compliqué à Mayotte, l'insularité, la démographie. On était sur un territoire qui, à l'époque, c'est guère mieux aujourd'hui, on avait 67% de la population qui avait moins de 16 ans.
sur un territoire où il y avait un solde migratoire, c'est-à-dire une immigration très très forte. On était déjà avec la première maternité de France, 6 000 enfants qui naissaient chaque année à Mayotte. Maintenant, on est à la première maternité d'Europe, avec 9 000 enfants qui naissent chaque année à Mayotte, et avec une personne sur deux dans la rue qui est en situation irrégulière, ce qui crée aujourd'hui, ce qui ne créait pas à l'époque, puisqu'on est à peu près sur les mêmes ratios, des tensions très très fortes entre les Mahorais, je n'aime pas ce terme-là, mais de souche, et puis ceux qui viennent des îles alentours, avec un passif historique qui serait trop long à expliquer. Il faudrait que vous me réinvitiez pour que je vous explique Mayotte en long et en travers. Il y en a pour quelques heures. Et c'était très dur parce que moi, j'étais donc le secrétaire général de la préfecture, donc le numéro 2, en charge, là aussi, de mettre en place les institutions normales. Puisque quand je suis arrivé à Mayotte, Mayotte n'était pas connue par Bercy, puisqu'il n'y avait pas d'impôts à Mayotte, versés dans le budget de l'État. Il n'y avait pas de conseil général à l'époque, départemental aujourd'hui, de droit commun. Le préfet et son secrétaire général fixaient toutes les semaines le prix du riz, le prix de l'essence. Je gérais 7000 personnes, 7000 fonctionnaires, et ça allait du démoustiqueur jusqu'au juge cadial. Enfin voilà, j'avais vraiment... Vous voyez, j'étais en France, et de toutes mes expériences, je dis tout le temps, c'est à Mayotte que j'ai été le plus étranger, parce que c'était quand même très très loin des bases, et pour autant, j'étais censé incarner et représenter la France sur ce territoire avec ses institutions. Donc c'était parfois très compliqué, quoi qu'il arrive, et très dur aussi physiquement et intellectuellement d'accepter parfois des choses un peu compliquées. Je suis revenu une année à Paris, puis une année à Grenoble comme directeur de cabinet, et puis 2007 est arrivé. Et là, de nouveau, une rupture politique avec la victoire de Nicolas Sarkozy et un nouveau gouvernement. Et là, j'ai été appelé au cabinet de Christine Lagarde, qui a, tout le monde l'a oublié, d'abord été ministre de l'Agriculture pendant 32 jours, et puis après est devenu ministre à Bercy, et donc je l'ai suivi à Bercy pour m'occuper des questions de restructuration et d'outre-mer. J'ai toujours eu l'outre-mer dans mon portefeuille. Dans le même temps, j'ai été directeur adjoint de cabinet d'un secrétaire d'État à l'industrie qui était Luc Châtel, quand il est devenu ministre d'éducation. Comme j'avais eu un passage et un passé d'enseignant, il n'a rien trouvé de mieux que de me proposer d'être son directeur de cabinet, donc je me suis retrouvé directeur de cabinet du ministre de l'Éducation. Directeur de cabinet, c'est celui qui remplace le ministre, c'est celui qui dirige d'abord le cabinet du ministre avec tous ses conseillers. À l'époque, on avait des cabinets à 30, 35 personnes. C'est celui qui dirige l'administration en tant que politique. Il y a un secrétaire général du ministère qui est celui qui coordonne les services, mais celui qui donne l'impulsion, les ordres politiques, les choix, par exemple, de nomination des recteurs, c'est pour le compte du ministre, et avec le ministre, naturellement, en référant au ministre, c'est le directeur de cabinet. Donc, c'est vraiment le numéro 2 d'un ministère. Et donc, j'ai eu la chance d'être directeur de cabinet de ce ministère de l'Éducation, qui est sans doute l'un des plus complexes de France, parce que les attentes sont légitimement très importantes. Et j'y suis resté pendant plus de 3 ans, ce qui est sans doute l'un des postes que j'ai occupé le plus longtemps, donc qui est assez usant. Et on est arrivé donc en 2012, et là j'avais de nouveau des fourmis dans les pattes, et je voulais repartir à l'étranger, et j'ai eu la chance d'être nommé ambassadeur en Roumanie. Donc ça, un des plus beaux pays d'Europe, sans être très partial. D'abord parce que c'est un pays avec des paysages à couper le souffle. C'est une France divisée par deux, avec les montagnes, avec la mer, avec les fleuves, avec vraiment des paysages qui ont aussi, et c'était très important pour moi, qui restait quand même encore viscéralement quelqu'un de rural, quand je me promenais dans la Roumanie, et Dieu sait si je m'y suis promené, je retrouvais la France, et en particulier la Haute-Saône que j'avais connue dans les années 60-70, même plus que ça, plutôt dans les années 60, puisqu'il y avait encore les chevaux, il y avait encore tout cela. Donc c'était pour moi vraiment une découverte d'un pays très authentique, avec une très très forte identité, comme notre identité haute-saônoise, comtoise. Donc c'était vraiment un pays où j'ai vraiment été subjugué. Et puis c'est un pays, ça reste encore le pays aujourd'hui d'Europe où on parle le plus le français, où on enseigne encore le plus le français à l'école. Donc un pays très très francophone, très francophile, qui aime la France, mais que la France n'a pas toujours bien aimé. Voilà, il n'a pas toujours bien compris. Faut rappeler aussi que j'étais en 2012 ambassadeur en Roumanie, de 2012 à 2014. On était en pleine crise des Roms, et donc il y avait naturellement un amalgame qui a été fait entre les Roms, les Roumains, ce qui n'est pas... C'est simple, c'est pareil, il faudrait que vous m'invitiez pendant 2 heures pour que je vous explique un peu la différence. Mais tout ça n'était pas une tâche facile, et pour autant ça a été un poste subjugant.
Je suis revenu de Roumanie en 2014 pour faire une petite incursion dans un parti politique puisque j'ai été administrateur d'un parti qui s'appelle l'UMP au moment de l'affaire Big Malion, donc après l'affaire Big Malion, pour remettre en état un parti qui avait bien souffert. Et puis après, je suis parti comme directeur de cabinet et directeur général des services d'un bébé qui avait 26 ans et qui s'appelait Sébastien Lecornu, qui venait d'être élu maire de Vernon à 26 ans, puis président du conseil départemental de l'Eure à 27 ans. Et donc, il m'a appelé auprès de lui pour diriger ses services du conseil départemental. J'y suis resté jusqu'en 2018. Et 2018, là, de nouveau des bascules avec un cyclone, Irma, dans les Antilles. Je suis sur étagère, c'est-à-dire je n'ai pas de poste. Et un matin, 11 heures du matin, on m'appelle pour me dire est-ce que ça t'intéresserait de devenir délégué à la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barth. Naturellement, je suivais ça à la télé depuis 2-3 jours après les effets du cyclone. Et j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Ben, il me dit bah, c'est OK. Et tu montes dans l'avion du président dans 3 heures. Voilà, donc 3 heures après, il fallait être prêt avec sa valise. Je partais pour un endroit que je connaissais, j'y étais allé une fois, pas plus que ça, mais qui avait été dévasté par un cyclone et je suis arrivé avec l'avion présidentiel lâché à Saint-Martin le soir. Le président est reparti et m'a laissé avec ma petite valise dans un territoire où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone, donc il a fallu se débrouiller. Mais c'est là aussi une très belle expérience professionnelle qui s'est cumulée quelques mois plus tard avec le poste de préfet de région de Guadeloupe. De la Guadeloupe, normalement, quand Sébastien Lecornu est devenu ministre des Outre-mer, il m'a demandé de le suivre comme directeur de cabinet à la rue Oudinot, donc au ministère des Outre-mer. Je l'ai suivi quand il est devenu ministre des Armées, donc c'était déjà mon 3e, voire 4e poste de directeur de cabinet différent. Je suis reparti à ma demande dans les territoires parce que je voulais reprendre un petit peu d'air et sortir de Paris. Et j'ai eu la chance d'être nommé préfet de la région de Bretagne, une des plus belles régions de France. Et ça n'a malheureusement duré que 13 mois, puisque changement politique avec Michel Barnier devenant Premier ministre en septembre dernier, une nouvelle ministre de l'Agriculture qui avait besoin de quelqu'un de solide auprès d'elle et qui avait surtout bien résisté déjà à la première crise agricole de janvier 2024, qui m'a demandé de la rejoindre. Et donc je suis devenu c'était mon 6e poste de directeur de cabinet de la ministre de l'Agriculture. Et ça jusqu'en avril dernier, où j'ai rejoint la Cour des comptes. Voilà, j'ai un peu bouclé la boucle d'une longue carrière, j'en suis désolé, mais qui fait que, en bout de course, j'ai eu surtout 49 adresses différentes depuis ma naissance. Ça fait très instable et pour autant, j'ai l'impression d'avoir une vie passionnante. Les enfants, la dame, nous avons divorcé en 1991 et puis les enfants, je leur ai inculqué 2-3 petites choses. D'abord, je crois, une grande curiosité du fait de ces différentes affectations, voyages où elles m'ont suivi ou pas parce que je les ai eues très jeunes, donc elles sont parties aussi quand elles avaient l'âge de partir. Et maintenant, on est au stade plutôt de l'apprentissage avec les petits-enfants. Je leur ai appris aussi une chose hyper importante, ça fait toujours sourire, mais je le dis tout le temps, à faire une valise. C'est-à-dire, il faut savoir faire une valise, savoir ce qu'on y met dedans, parce que c'est vraiment incontournable et qu'on en a vraiment besoin, et savoir aussi faire une valise sans que rien ne dépasse, parce que naturellement, il faut que ça rentre bien dans la soute de l'avion et qu'on ne perde pas la moitié des choses en route. Et je pense qu'elles m'en sont gré d'avoir appris tout ça. Elles ont elles-mêmes une vie moins compliquée que la mienne, mais l'aînée est à Berlin, la cadette est à Lyon. Et les petits-enfants, maintenant, sur 6 petits-enfants, il y en a qui se trimballent aussi un petit peu à travers la planète. Donc on a gardé ce côté un peu tzigane dans la famille. Dans la valise de Philippe Gustin, il y a le minimum de survie, les fringues, mais en réfléchissant bien à ce qui est futile et ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est important. Il y a toujours de quoi lire, même si maintenant, avec les Game Boy divers et variés, on peut avoir toute la bibliothèque nationale sur un seul petit écran. Mais j'aime bien continuer à avoir quand même le livre entre les mains. Ça reste quand même mon côté un peu vieille France. Et puis quasiment rien d'autre parce que je m'adapte quand même très vite au territoire sur lequel je suis. Parce que quoi qu'il arrive, il faut s'aligner sur le territoire et pas le contraire, quoi. Il y a eu un article très intéressant qui a été écrit sur moi par une agence de presse au mois de mars. Ils ont fait une longue enquête auprès de mes anciens patrons. C'était assez drôle. Et Luc Châtel
a eu cette phrase qui a été citée par les journalistes, c'est quelqu'un qu'on adore parce que grâce à lui, on peut dormir. Voilà, on sait qu'on lui a laissé les clés de la boutique et que on peut dormir tranquille, sans avoir peur d'être réveillé parce qu'il se passe une catastrophe. Alors il se passe des catastrophes, mais j'attends pour les réveiller, qu'ils soient eux-mêmes réveillés. Non, je garde des liens très, très forts avec tous les patrons que j'ai eus, que ce soit Christine Lagarde, que ce soit Louis Châtel, que ce soit naturellement Sébastien Lecornu, avec qui nous avons vécu une longue, plusieurs jobs différents dans des conditions parfois un peu dures, avec Annie Genevard que j'ai découverte, l'année dernière, avec qui, là aussi, nous avons d'abord des affinités comtoises. C'est fondamental, nous parlons souvent, de Franche-Comté, nous parlons souvent de Cancoyote, nous parlons souvent de Kirsch, nous parlons voilà des choses qui nous rapprochent. Non, j'ai gardé, vraiment des relations très, très fortes avec, je crois, des chefs qui attendaient, des directeurs de cabinet qu'ils ont eus respectifs, et pour ce qui me concerne, c'est d'être le directeur de cabinet, c'est le seul qui dit la vérité au ministre, qui doit la dire, parce qu'ils le disent pas tout le temps. Certains, quand je vois des jeunes collègues, je fais un peu la tante Agathe quand des collègues me demandent des conseils et je leur dis dites la vérité à vos ministres. Ne soyez pas flagorneurs, ne soyez pas menteurs, ce qui serait pire, parce que si vous ne dites pas la vérité, personne d'autre ne la dira. Donc il faut dire les choses qui sont en général les choses qui se passent pas bien, parce que les choses qui se passent bien, ils les apprennent par d'autres canaux, hein. Mais quand quelque chose ne va pas, quand il y a un problème, quand ce problème il est compliqué, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour dire la vérité, pour confronter le politique à cette réalité têtue de la vraie vie. Et ça, c'est le directeur de cabinet qui doit le faire. C'est la personne qui doit être, voilà, qui vous permet de dormir. Je crois que Luc Châtel avait trouvé à peu près le truc. C'est quelqu'un dont vous dites, ah oui, il y a une crise, parce que nous traversons des crises inévitablement. Puis j'ai servi des ministères qui sont les ministères de crise. Avec Christine Lagarde, c'était la crise des subprimes et les boîtes qui tombaient les unes derrière les autres. Avec Luc Châtel, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est un ministère de crise, parce qu'il se passe toujours quelque chose, parce que ça concerne 13 millions d'élèves, 1 million de personnel. Donc vous voyez, inévitablement, vous multipliez le truc. L'outre-mer, je ne vous en parle pas. Les armées, je ne vous en parle pas. Et l'agriculture, je ne vous en parle pas. J'ai été abonné, quand j'ai été nommé à délégué interministériel à Saint-Martin, il y a eu un article aussi, je crois, dans le Figaro, dans Le Monde, et puis je voyais après les réseaux sociaux et les commentaires des gens, et les gens disaient, oh putain, le type, il a été directeur de cabinet à l'éducation nationale, en charge des restructurations, ambassadeur en Roumanie, il a géré l'UMP, et là maintenant on l'envoie à Saint-Martin parce que tout est détruit. Le type est abonné aux causes perdues. Voilà, je dois avoir ce côté-là, un peu abonné aux causes perdues, mais en clair, si je le dis autrement, j'aime pas les choses faciles. J'aime bien faire évoluer les choses. Je suis pas un fignoleur, je suis plutôt un laboureur, comme mes ancêtres. Voilà, ça doit être ce côté-là un peu familial, transmis au-delà des générations pour changer, faire avancer, bouger les choses. Quand je croise, il m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps d'intervenir devant des sortants de l'INSP, l'actuel ENA, et je leur disais, dans votre carrière, si vous êtes vraiment curieux, il y a des passages obligés. D'abord, il faut quitter Paris, il faut aller ailleurs. Surtout si vous êtes né à Paris, allez voir la vraie France qui n'est pas la France parisienne. Donc allez vous confronter à la réalité. Il faut aller à l'étranger. Il n'y a que quand vous allez à l'étranger que vous pouvez après voir votre pays autrement, parce que vous comparez inévitablement. Vous vous dites, tiens, mais pourquoi ça marche là et pourquoi ça marche pas là? Naturellement, comparaison n'est pas raison et un Allemand n'est pas un Français. Ça, je l'ai écrit dans plusieurs bouquins, donc je continuerai à le dire. Troisièmement, il faut faire du cabinet. Et là, c'est là que je prends mon temps et que je leur explique, parce que vous allez comprendre très très vite que quand on n'a pas été confronté à des ministres, à des chefs d'État et compagnie, on a l'impression que tout est possible, que un ministre, il change le plomb en or, il marche sur l'eau, il guérit des écrouelles, et tout ça est faux. Mais vous vous apercevrez que, naturellement, le ministre ne peut pas tout, et heureusement, parce qu'il y a les contrôles, parce qu'il y a plein de choses, la réglementation, les lois, tout ça. Mais pour autant, vous êtes là dans une tour de contrôle qui va vous permettre, peut-être, un coup sur 2, un coup sur 3, un coup sur 10, même si c'est un coup sur 50, de faire évoluer les choses. Et ça, c'est une richesse. Et puis après, quand vous retournerez dans vos fonctions, dans les ministères, sur le terrain, vous vous rendrez compte que quand vous tirez la sonnette d'alarme pour dire attention, il y a un truc, parfois ça sonne pas et parfois ça réagit pas. Et vous comprendrez comment fonctionne l'État quand vous aurez vu toute la chaîne de décision du ministre jusqu'au préfet ou jusqu'au sous-préfet. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Moi, je me souviens du lycée de Luxeuil. J'ai dit dans les bêtises que je faisais, il y en a une qui était très plaisante, c'était du théâtre.
J'étais très engagé dans la troupe de théâtre du lycée de Luxeuil, qui était une troupe d'ailleurs très, très sympa parce qu'elle était un mélange subtil d'élèves et d'élèves de tous les âges. Moi, j'ai commencé le théâtre à Luxeuil, j'étais en quatrième, donc vous voyez, j'avais 12 ans. On avait de tout. On faisait des spectacles sympathiques où on mélangeait toutes les générations et c'était bien. Et moi, mon rêve, c'était d'être acteur. Donc, je voulais être acteur. Mes parents n'étaient pas tout à fait d'accord. On peut le comprendre. Mais dans le fond, quand vous me posez la question, est-ce que dans le rétroviseur, j'ai rempli un peu mon rêve, parce que j'ai eu au moins plusieurs rôles. J'en ai eu au moins une vingtaine, ouais, bien une bonne vingtaine de rôles très différents, d'ambassadeur, à préfet, à directeur de cabinet, etc. et tout. Et il faut pas y voir le côté on joue un rôle et donc c'est pas la vraie vie. Non, c'est la vraie vie, mais on joue un rôle dans le sens on est utile aussi quelque part dans ces différentes fonctions. Il y a des choses dont je suis fier, il y a des choses dont je suis pas fier du tout, il y a des choses que je regrette d'avoir fait, mais dans l'ensemble, je le redis et je reprends toujours mon mental d'historien. Il faut jamais regarder le passé avec les lunettes d'aujourd'hui. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on a les informations qui sont disponibles. On les referait pas aujourd'hui, mais il faut jamais regretter en tout cas ce qu'on a fait. Moi, je crois que ce qui est assez déterminant ici, c'est qui est dû à l'éducation, au territoire, à cette identité aussi très, très forte, c'est qu'on a un sentiment, assez répandu de dévalorisation. C'est-à-dire on n'est pas fier de nous-mêmes. Ce qui a bougé quand même par rapport à mon temps, mais qui irait encore pas assez répandu. Encore une fois, il y a, toujours ce truc: «Oh là là, non, on n'est pas bon à ci, on n'est pas bon à ça». C'est ce que j'ai vécu moi, hein, mon ambassadeur m'a dit: «Bah, faut faire l'ENA». Je lui ai dit: «Mais c'est pas pour moi». Et je rencontre encore trop souvent de jeunes ici qui me disent: «Mais non, c'est pas pour nous». Et donc je crois qu'il faut passer ce cap-là. Deuxième chose, je pense que l'intérêt, de nos territoires ici, c'est d'abord d'avoir cette identité très forte. Qu'on le veuille ou non, ça porte. Vaut mieux avoir des racines que de pas en avoir. Mais l'important, c'est d'utiliser toutes ces racines, toute cette connaissance du passé. Et c'est là que je suis un peu critique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a perdu cette compréhension du passé parce que le temps va trop vite, etc. et tout. Et je pense qu'il est important de comprendre son passé pour mieux appréhender le présent et puis surtout mieux préparer l'avenir. Je dirais la même chose à Bécon, les Bruyères, que je le dirais ici à Fougerolles ou à Luxeuil, mais c'est plus fort encore ici parce qu'il faut surtout pas négliger ce patrimoine et cet héritage que nous recevons dans la nature, mais aussi dans l'économie, dans l'agriculture. On a une chance inouïe ici d'avoir encore un territoire qui a ses valeurs et qui a cette identité, et il faut vraiment le faire prospérer sans pour autant envoyer tout valdinguer et avoir un peu d'ambition pour le territoire et pour soi-même. Donc voilà le message que j'essaie de passer aux uns et aux autres. Et puis le parcours qui est le mien, qui est ce qu'il est, encore une fois, le fruit du travail, du hasard, de l'histoire, de la chance, etc. et tout. Je dis pas qu'il est transposable à tous, ça serait mentir, mais ça prouve quand même qu'on peut faire des choses très, très différentes et revenir au pays, parce que je pense que c'est important aussi. Moi, il est important pour moi, à l'âge qui est le mien, de revenir ici, de m'engager aussi, d'aider autant que faire se peut ce territoire à se développer en apportant le modeste contribution qui est la mienne, mais aussi ce que j'ai pu voir ailleurs. Je le disais tout à l'heure, hein, l'importance d'avoir vécu dans des pays étrangers, c'est de se dire, ah bah tiens, pourquoi ça ne marche pas en France? Et donc de décrypter, de donner des idées. Et parfois, il faut pas grand-chose pour faire basculer les choses.